Salam alaikum mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette seconde partie concernant la compréhension globale de l'œuvre par une entrée spatio-temporelle événementielle. Nous avons vu dans la première partie, dans la première vidéo, la première partie concernant Bicêtre. Dans cette deuxième partie, nous allons aborder les deux lieux, conciergerie et hôtel de ville. Mais avant cela, on commence par un petit rappel. Vous vous rappelez que l'œuvre est constituée de 49 chapitres répartis en 3 lieux, Bicêtre, conciergerie, hôtel de ville. Nous avons dit que ces lieux correspondent au lieu d'énonciation, le lieu où se trouve le narrateur, les lieux où se trouve le narrateur pour raconter et décrire ses sentiments. Et à Bicêtre, nous avons vu que le narrateur a fait plusieurs récits rétrospectifs. Le premier était évoqué dans les chapitres 2, 4 et 5, récit dans lequel il a évoqué le procès, le procès, les circonstances de son procès, de son jugement, au palais de justice, à la salle d'assises, puis son transfert vers Bicêtre et ce qu'il a enduré les premiers jours. Ensuite, dans les chapitres 13, 14, 15, 16 et 17, c'est le deuxième récit rétrospectif dans lequel il a décrit cette horrible scène des ferrages, et puis son séjour à l'infirmerie et la chanson, et sa réaction à la chanson qu'il avait entendue. Enfin, la partie Bicêtre s'est terminée par l'arrivée de l'huissier et du prêtre, l'huissier qui est venu déclarer, annoncer au condamné que son exécution sera faite ce jour-là et qu'il devait partir à 7h30 à la conciergerie. Au chapitre 22, donc commence la deuxième partie correspondant au deuxième lieu d'énonciation, la conciergerie, et ça saute aux yeux. On commence par de la conciergerie, le lieu d'énonciation. Donc le narrateur se trouve dans une cellule à la conciergerie et l'indication temporelle, l'indication renforcée par la préposition me voici, c'est-à-dire dans la conciergerie, à la conciergerie, est renforcée par la conjugaison du temps présent de l'énonciation et qui nous ancre, qui nous situe dans ce moment d'énonciation. Sauf que ce récit, ce passage est constitué un autre récit rétrospectif annoncé par la phrase « Mais le voyage vaut la peine d'être conté ». Donc il s'agit du début d'un autre récit rétrospectif qui va s'étaler, se développer sur les chapitres 23, 24, 25. Au chapitre 22, je le rappelle brièvement, il était question tout simplement de raconter le transfert vers la conciergerie, le transfert de Bicêtre vers la conciergerie, accompagné par l'huissier, le prêtre et d'autres gendarmes. Au chapitre 23, arrivé au palais de justice, le récit donc se développe encore. Nous le remarquons par l'emploi du passé composé qui nous situe dans le passé toujours et qui nous situe dans le lieu palais de justice. Il se promenait librement avec, bien sûr, accompagné de l'huissier et des gendarmes pour arriver au cabinet directeur en attendant que celui-ci signe son procès. À la fin du chapitre, il va rencontrer un autre condamné, celui qui va prendre sa place, le frioche, comme il l'a dit. À la fin du chapitre, ce dernier demandera à échanger sa vieille veste avec la redingote du condamné, du narrateur, une belle redingote. Mais au chapitre 24, qui se compose de deux parties, une partie narrative et une partie discursive, le narrateur, notre condamné, va déclarer qu'il a été obligé d'échanger avec lui sa redingote, et à la fin il exprime sa colère, sa rage, son amertume parce qu'il ne pouvait rien faire. Au chapitre 25 se termine donc ce récit rétrospectif. Le narrateur se trouve dans une cellule à la conciergerie, mais l'on se pose la question. Après avoir fait un récapitulatif, dans ce récit, il s'agit du transfert vers le palais de justice ou vers la conciergerie. Bien sûr, la rencontre avec le frioche. Là, beaucoup d'élèves dans la classe m'ont demandé, monsieur, est-ce qu'il se trouve au palais de justice ou bien à la conciergerie? Et comment distinguer entre les deux? Pour cela, je vous renvoie tout simplement au chapitre 2, quand il était réveillé par le gendarme et qu'on le ramenait de sa cellule de la conciergerie vers la salle d'assises. Le narrateur raconte et dit,
Nous traversâmes une cour intérieure, nous montâmes un escalier tournant en vis, nous passâmes un corridor et pour arriver enfin à la salle d'assises. Alors, la cour intérieure, c'est celle que vous allez voir sur cette photo, et la conciergerie, l'immeuble, l'édifice tout entier, c'est ça. Donc, conciergerie au palais de justice, il s'agit de la même construction, sauf que dans une partie, il s'agit du palais de justice, là où le narrateur et où tous les condamnés sont jugés, et la conciergerie, une autre partie constituée de couloirs, de salles ou de cellules tout simplement, où on enferme provisoirement ceux qui sont condamnés, soit à mourir, soit à passer des travaux ou à endurer des travaux forcés. Donc, nous passons à la suite. Au chapitre 28, euh, commence par euh, cette indication par la conjugaison de l'imparfait et surtout un jour vers 11 heures. Nous avons cette indication temporelle très précise. Il se rappelle le jour où il était libre, il passait par la place de grève et il assista à un bourreau qui préparait la guillotine à 11 heures. Il était en train de graisser la rainure, euh, par laquelle passe le couteau, le couperet. Et une autre indication cette fois-ci qui correspond au moment même où il énonce, aujourd'hui à 11 heures, il a pensé qu'ils sont certainement en train de graisser sans doute la rainure. Ils sont en train sans doute de préparer la guillotine. Ce chapitre est très important dans la mesure où il fait deux indications temporelles, deux indications de lieux différentes, mais 11 heures du présent et 11 heures du passé. Qu'est-ce qui est commun à ces deux indications temporelles? C'est la préparation de la guillotine. À partir du chapitre 30, il va vivre un ensemble d'événements. D'abord la visite du prêtre au chapitre 30, l'arrivée d'un architecte qui va prendre les mesures et qui sera insensible à sa douleur au chapitre 31, puis l'arrivée d'un nouveau gendarme qui va prendre la relève et qui demandera au narrateur de lui révéler après sa mort les numéros de loterie gagnants au chapitre 32. Ces trois événements qui se sont succédés ont beaucoup affligé le narrateur qui a pensé au chapitre 33 de se réfugier dans son imagination. Il dit, j'ai fermé les yeux, j'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Mais ce beau souvenir qui le réconfortait n'a pas duré longtemps, car au chapitre 34, il dit, à ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Donc l'angoisse du narrateur s'accentue vu qu'il est en train de vivre ses dernières heures. Au chapitre 42, fatigué, là, il s'endormit malgré lui. Pendant son sommeil, il fit un cauchemar d'une vieille dame qui était chez lui, etc. Donc ce n'est pas la peine ici de donner des détails, mais en se réveillant, il a demandé au prêtre s'il avait longtemps dormi. Ce dernier lui dit qu'il avait dormi 1 heure et que sa fille était là. Son amour, son espoir, la seule personne qui lui reste dans sa vie à espérer. Cette dernière, au chapitre 43, ne l'avait pas reconnu. Pour elle, son père était déjà mort. Et pour lui, c'était un choc, c'était la dernière fibre, comme il l'a dit. Il est tombé, retombé sur sa chaise sombre, désert et désespéré. Donc il sombre dans son désespoir. C'est pourquoi au chapitre 46, il décide de, de révéler, de lui raconter sa véritable histoire. Quand elle grandira, elle va certainement la lire et elle comprendra. Oui, il dit, il faut qu'elle sache par moi mon histoire et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Nous, en lisant ce chapitre, une lecture linéaire, quand nous sommes arrivés à ce chapitre, nous nous sommes dit, enfin, nous allons comprendre pourquoi il est condamné à mort. Mais au chapitre 47, nous trouvons ici tout simplement une révélation, une note de l'éditeur, nous rappelant, nous indiquant que le chapitre qui se rattache, les feuilles qui se rattachent à cette partie n'existent pas, n'ont pas été trouvées, certainement que le narrateur n'avait pas eu le temps de les rédiger. Effectivement, c'est la fin
de la deuxième partie, du deuxième lieu d'énonciation, les conciergeries. Alors à partir du chapitre 48 et 49, nous allons assister à ce troisième lieu d'énonciation. Il commence par cette indication de lieu d'une chambre de l'hôtel de ville. J'y suis, ici. C'est tout simplement un ancrage spatial, une localisation. Il se trouve à la chambre d'hôtel, dans une chambre à l'hôtel de ville, renforcée par l'emploi ici du temps présent. J'y suis, qui aboie, le peuple qui aboie m'attend et rit, et j'attends le procureur, etc. C'est un présent d'énonciation. Mais comment est-il arrivé dans cette chambre de l'hôtel de ville, sachant qu'il était à la conciergerie et qu'il devait être sur la place de Grève? La question ne se fait pas attendre. Juste après, le narrateur nous dit « Voici ». Cette préposition, tout simplement, prépare un récit rétrospectif. Ce qui le justifie, c'est le changement de la conjugaison. 3 heures sonnaient. Il était temps. Ils sont venus dans sa cellule à la conciergerie, ils sont venus l'avertir qu'il était temps qu'il parte pour l'exécution. Alors dans ce chapitre 48, il va raconter tout simplement euh, quand ils ont emmené dans une autre cellule, dans une autre chambre, pour lui couper les cheveux, pour le préparer à la guillotine, le transfert dans les rues, la réaction des personnes qui sont venues admirer malheureusement ce spectacle. Et en arrivant à la place de Grève, en voyant la guillotine, il a demandé de faire une dernière déclaration. À la fin du chapitre, il le dit au discours direct, j'ai une dernière déclaration à faire. Maintenant, il est bien clair pourquoi il se trouve dans ce lieu, dans cette chambre de l'hôtel de ville. Continuons. Le récit rétrospectif se développe sur le chapitre 49, un chapitre aussi bref que cette décision d'exécution. En effet, la déclaration qu'il voulait faire, c'est tout simplement demander sa grâce. Et quand le commissaire, quand on l'avait ramené dans une cellule, dans une chambre à l'hôtel de ville pour faire cette déclaration, au lieu de faire la déclaration, il avait raconté ce qu'il avait enduré euh, depuis qu'il est sorti de sa chambre, de sa cellule de la conciergerie. Alors là, la réaction du bourreau était un peu dure. Il dit au commissaire ou au magistrat que l'exécution devait être faite à une certaine heure. Justement, l'heure c'était 4 heures et c'était le dernier ou les 2 derniers mots que le narrateur avait écrits. Car juste après, il ne pourra plus écrire, non pas parce qu'il était exécuté, mais parce qu'on l'a ramené malgré lui. Il doit être sorti de l'hôtel de ville et passer au milieu de la foule dans la place de Grève. Il doit être monté sur l'échafaud et exécuté, comme il l'a dit au chapitre 6, ce journal de mes souffrances, heure par heure, minute par minute, supplice par supplice, si j'ai la force de le mener jusqu'au moment où il me sera physiquement impossible de continuer. Cette histoire nécessairement inachevée, mais aussi complète que possible de mes sensations. Donc, c'est la fin de son récit. Je ne peux pas donc terminer cette intervention sans vous donner un schéma qui va vous aider à mieux comprendre ces transferts. Rappelons-nous que son récit a commencé à Bicêtre. Bicêtre où il avait passé 6 semaines, et c'est à la 6e semaine qu'il a commencé à rédiger ce récit. En rédigeant ce récit, il a évoqué son procès qui avait duré 3 jours au palais de justice, 3 jours où il passait 3 nuits à la conciergerie, et à la fin de son procès, il était transféré pour la première fois vers Bicêtre. Après avoir passé 6 semaines attendant une réponse à son pourvoi en cassation, ce pourvoi a été rejeté, donc il sera transféré une deuxième fois vers la conciergerie. Cette fois-ci, pour y passer moins d'une journée, le temps qu'on prépare la place de Grève, le temps qu'on monte la guillotine, et le temps également qu'on le prépare par la coiffure, en lui coupant les cheveux, etc. Alors, une fois préparé, à 3 heures, il est transféré, il est emmené vers la place de Grève. À la vue de la foule, à la vue de la guillotine et de l'échafaud, il demanda de faire une dernière déclaration. Et c'est là qu'on l'emmène vers le bureau le plus proche. C'est une chambre dans l'hôtel de ville. C'est ainsi que se schématise
cette organisation spatio-événementielle. Pour conclure, je dois tout simplement mentionner ici, il me paraît inévitable d'évoquer le schéma narratif. Ce récit aurait pris la dimension, la forme d'un schéma narratif ordinaire. La situation initiale, il s'agissait tout simplement d'un jeune homme marié, qui cultivait, qui menait une vie paisible avec sa famille. Soudain, il commit un crime, c'est l'événement perturbateur. Les péripéties qui vont se déclencher, c'est son arrestation et son emprisonnement à Bicêtre pour être tout simplement exécuté et ce récit prendra une fin tragique. Mais Victor Hugo a préféré donner une autre structure, un autre schéma narratif, évitant ici de mentionner la situation initiale, évitant également d'évoquer l'événement perturbateur, mais insistant, commençant uniquement par l'arrestation et par l'emprisonnement à Bicêtre et par comment dirais-je, par le jugement, l'exécution à mort, où il sera tout simplement exécuté à la fin, mettant ainsi l'accent sur ses souffrances, négligeant ainsi les raisons, nous amenant tout simplement à nous apitoyer sur son sort, et c'est une de ces stratégies pour nous convaincre de l'abolition de la peine de mort. Sur ce, prend fin cette deuxième partie intitulée Conciergerie et Hôtel de Ville. Je vous remercie pour votre attention.